Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur cette desserte d'inspiration Louis XVI. Bon, je vois pas trop l'inspiration Louis XVI, si ce n'est qu'elle est plus large à l'arrière qu'à l'avant, le pied gainé et encore. Bon. Allez, on va dire que c'est une table avec une petite inspiration très lointaine. Cette table comporte un tiroir en façade. Les élégies sur le côté et la façade de tiroir sont plaquées. Le dessus est composé d'un panneau plaqué avec une fosse en boiture. Il comporte un frisage, on ne va pas l'appeler frisage en soleil, sur le sujet c'est marqué frisage en soleil, mais c'est pas tout à fait ça. Connaissances et prérequis, conception et représentation de meubles massifs et mixtes simples. Travail demandé, faire une recherche de proportion au dixième, étude technique de la mise en page, réalisation d'un plan à l'échelle 1 sur un format A1, fiche de débit et analyse de fabrication. Savoir-faire et mise en œuvre, conception d'une structure à côté cintré permettant un coulissage de tiroir. Voilà ma modélisation. Alors j'ai décidé de plaquer ma façade de tiroir ainsi que les élégies sur le côté avec un chevron. Et bien pour commencer cette étude, on va commencer par le dessus. Pour comprendre comment j'ai tracé pour mon dessus, eh bien j'ai déjà d'abord vu que j'avais la dimension arrière et la dimension de devant, j'ai modélisé la forme de mes pieds. J'ai fait des pieds de 40 mm. Ça m'a permis de tracer cette courbe qui est tangente à l'arête et après de donner mon débord. J'ai fait un débord de 20 mm. Sur ce genre de style, ça aurait peut-être pu supporter un petit peu moins. Je pense que 15 mm sur ce genre de table aurait peut-être été plus joli. Alors sur le dessus, on a un plaquage fait de plusieurs pièces avec un frisage. Là, je vais masquer le plaquage. Dessous, on a le contrebalancement aussi, que je masque également. Et c'est un panneau de CP dans lequel je fais une rainure tout autour pour recevoir les emboîtures. Voilà. Enfin, fausses emboîtures, puisque les arêtes de ces emboîtures ne se voient pas. Ce sont des emboîtures qui sont replaquées. L'emboîture latérale, elles ont la même largeur que les emboîtures devant et derrière. Voilà. Donc là, on peut mesurer. J'ai mis environ, là on va pas bien mettre, ça fait en 30 mm. Donc là, j'ai aussi des emboîtures qui font 30 mm. Au moment de calibrer mon dessus, il faut que j'enlève cette matière-là et cette matière dans le creux, quoi. Voilà pour le dessus. Et maintenant, sur la carcasse du meuble, on a un tiroir qui coulisse traditionnellement. Donc il est supporté par des coulisses. Ici, de chaque côté, on a des coulisses. On a une anti-bascule, elle est différente à droite et à gauche, je vais vous expliquer pourquoi. Et sous le tiroir, j'ai mis un parquet. Il est un peu inutile pour ce genre de meuble, puisque nous avons quand même un dessus qui est tout rayonné sur les traverses. Donc le meuble, il est quand même pas très gros non plus, il est assez résistant. D'autant que là, sur ce meuble-là, il n'y a pas de serrure, donc j'aurais pu éviter de mettre un parquet. Mais bon, voilà, je suis poussé un petit peu la conception un peu plus loin, et j'ai mis un parquet sous le tiroir. Certains m'ont mis des commentaires sur mes vidéos comme quoi je vais un peu trop vite sur la réalisation du tiroir. Sur le site L'Air du Bois, vous allez dans pas à pas, et dans les pas à pas, ici dans les filtres, vous marquez hauteur, ici vous mettez José. J'en ai fait plusieurs de pas à pas, dont un qui est sur tous les tiroirs en ébénisterie. Et j'explique la conception des coulissages ici, donc comment fabriquer un tiroir avec sa façade courbe, comment réaliser un tiroir coulissage très simple, voilà. Et donc j'explique un petit peu en détail la conception des tiroirs. Voilà, donc c'est pour cette raison-là que je ne reviens pas sur la conception de ce tiroir. C'est un tiroir simple, replaqué. Et sur le côté gauche, j'ai fait une conception différente du côté droit. Donc deux propositions. La proposition de mon côté ici,
c'est de faire, en fait, j'ai ma traverse qui est constituée de 1, 2, 3, 4 pièces. Tout ça forme le côté gauche de mon meuble, plus le coulissage pour le tiroir. Donc cette pièce-là, j'ai fait un joint ici. En fait, plutôt, j'ai 2 pièces de bois, j'ai cette pièce-là et cette pièce-là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de ma conception, eh bien, je ne peux pas faire de languette ici, sur le bout, si ça fait partie d'un même bloc, une seule et même pièce. Je peux à la scie à ruban faire, par exemple, mon tenon ici, et après, pour défoncer ça, c'est un peu galère, quoi. Même la toupie, je peux pas le faire, la défonceuse, elle passerait même pas, enfin bon, ce serait vraiment un peu en galère. Alors finalement, vaut mieux laisser une matière noble ici sur le devant. Ça pourrait être, là j'ai mis du frêne, mais ça pourrait être de la cajou par exemple. Et puis pour le coulissage, du simple hêtre par exemple qui viendrait coller à plat joint sur l'intérieur pour permettre en fait le coulissage du tiroir. Le tiroir va coulisser là-dessus. Là, ça va porter mon tiroir ici. Voilà, à cet endroit-là. Donc je proposais donc de faire la partie du milieu une pièce de bois, un bloc dans lequel l'échantonné calibré à l'extérieur est replaqué. Avant de faire le tenon, eh bien, on plaque la traverse haute et la traverse basse de mon côté, avec le petit décalage qui convient. Et puis après, voilà. Donc par exemple, à la talonneuse, avec un montage de ce type-là, qui pourrait mettre la pièce dans ce sens, je vais y arriver, ouais. Voilà. Et donc, elle pourrait usiner la partie haute, la partie basse. Bien sûr, cette partie-là n'existe pas, puisque c'est quelque chose qu'on leur recolle après la partie basse. Donc voilà, on pourrait usiner là, et par retournement faire l'autre, faire un petit montage d'usinage, de manière à usiner le tenon sur la pièce de bois. Alors ici, sur le bout, on voit 4 tourillons. Bon, je les ai mis, c'est un peu excessif. Parce que la pièce de bois, en fait, le tenon n'est pas dans l'axe de la pièce de bois. Et il arrive parfois qu'on ait besoin de renforcer le tenon, parce qu'en fait, là, si je dessine sur la pièce de bois ici le sens du fil, voilà, mon sens du fil va être comme ça. Donc, bon, on peut dire que le sens du fil monte à la diagonale du tenon, donc ça passe, quoi. J'aurais pu très bien me passer de mettre des tourillons en bout. Dans le cas d'une table ronde comme ça, les traverses massives sont assemblées à tonneau mortaise dans le pied, ou dans un autre cas, comme par exemple cette encoignure, la traverse est massive. Là, nous avons un assemblage tonneau mortaise. Alors, le tenon, il y a de très fortes chances dont le sens du fil se trouve à 45 degrés ou 60 degrés, donc le tenon est fragilisé. Là, j'ai modélisé un exemple d'une traverse. Donc la traverse, admettons qu'elle vienne d'être chantonnée à la scie à ruban. Le chantonnement extérieur, le traçage des arasements sont faits. Et avant de faire les arasements, de créer le tenon, eh bien, on vient mettre les tourillons. On perce et on met les tourillons. Donc là, c'est assez facile à faire tant que les tenons ne sont pas faits. Et par contre, il convient bien sûr de tracer l'emplacement où va tomber le tenon. Sinon, les tourillons risquent d'être à cheval dans le sillage. Voilà, et donc on perce voilà, d'une bonne profondeur. On peut aller un peu plus loin même que ça. Là, ici, j'ai le modèle donc de l'assemblage terminé. Donc là, c'est déjà un peu plus confortable comme longueur de tourillon. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin pour ne pas venir percer sur la face. Il faut savoir aussi que parfois sur la face, ici, il peut y avoir des usinages. Ça serait vraiment bête que les usinages viennent faire découvrir les tourillons ici. Voilà, comme c'est le cas par exemple d'une traverse comme celle-là qui est moulurée. Si on a des tourillons qui viendraient à se déboucher ici, ça serait un peu embêtant. Voilà, donc on utilise ce genre de procédé à partir du moment où le sens du fil sur le tenon est très fragile. Là, voilà, le sens du fil est comme celui-là. Si jamais, là j'ai du bois de boue en fait. Bon, sur SketchUp, j'ai pas réussi à dessiner du bois de boue, mais ici, il faut imaginer que c'est pratiquement du bois de boue à 45 degrés, quoi. Donc on assemble, on fait un petit geste, un mouvement, et hop, le tenon se casse à ce niveau-là. Pour éviter ça, on le renforce avec les tourillons. Voilà pour la conception donc de la traverse de côté.
Sur cette traverse-là, je propose une technique où l'on voit donc 3 pièces de bois, et la pièce de bois, la partie centrale, est replaquée avant d'être collée entre le haut et le bas. L'assemblage à tonneau mortaise avec une petite barbette sur le haut. La coulisse de tiroir qui vient coller contre le côté. Donc, je proposais donc de faire une rainure pour recevoir le parquet, ce tiroir, et en bout de faire une languette. Et cette languette-là viendrait s'assembler avec l'arrière. Donc là, c'est la rainure arrière qui reçoit le parquet. Et sur la traverse de devant aussi, on fait une rainure pour recevoir aussi le parquet, et puis aussi pour recevoir la liaison de la traverse, le petit coulisseau, la traverse au tiroir, le coulisseau, on l'appelle aussi coulisse, ce tiroir. Alors vous avez vu que là, ici derrière, sur la traverse arrière, j'ai fait un toupillage arrêté. Donc une fois que ma toupie elle est montée, je fais un toupillage arrêté ici. J'aurais pu le faire tout le long, mais bon, ça aurait fragilisé un petit peu. Je fais un toupillage arrêté aussi là, pour pouvoir mettre cette pièce de bois qui a la même longueur d'arasement et même languette en bout. Ça ne me demande pas beaucoup de travail d'usiner cette traverse, puisque la liaison de la languette que je fais sur le bout est la même que celle que je fais ici sur la coulisse des tiroirs. Mais pour pouvoir l'assembler derrière et devant, une simple toupillage arrêté, j'estimais que ce n'était pas utile de la faire sur toute la longueur. Cette pièce-là, c'est une antibascule, et l'antibascule, je n'ai besoin d'en faire qu'une seule, je n'ai pas besoin d'en avoir une deuxième. Donc dans la conception, si j'opte pour cette conception-là, eh bien sur le côté gauche, il n'y a pas d'antibascule. Donc à gauche, on la voit l'antibascule, tout simplement parce que c'est un autre procédé, une autre conception. Donc on imagine que là, je suis en train de vous montrer une conception qui est parfaitement symétrique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. L'antibascule, ici, on voit qu'elle est, je l'ai faite 2 mm plus fine que ma traverse de façade. Voilà, j'ai mis une traverse de façade de 15 mm. Mon antibascule, elle ne fait que 13 mm. Ça ne fait l'antibascule uniquement au moment où le tiroir va basculer. Voilà. Donc il va y avoir, le tiroir va se trouver à l'extérieur d'environ de la moitié, et là, hop, il va basculer un petit peu. 2 mm, ça suffit pour qu'il ne bascule pas, justement. Par contre, vouloir mettre cette pièce-là à fleur, ici, je risque d'augmenter ma surface de frottement. C'est-à-dire que si mon tiroir est à l'intérieur parfaitement plat et dégauchi, il n'y a pas de souci. Mon tiroir ne va pas frotter, ou très très peu. Mais si mon tiroir est légèrement gauche, eh bien il risque de venir frotter, et ce frottement est totalement inutile. Il va juste embêter ou gêner l'ouverture de tiroir. Alors que il va frotter sur cette pièce-là qui ne le sert uniquement pour la bascule. Donc c'est que pour la bascule. Alors dans ce cas-là, j'y donne 2 mm de jeu. Voilà. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure d'antibascule qui est prisonnière devant et derrière par la rainure, c'est le même pointage. On a le même pointage toupie en haut et en bas. Le panneau qui est prisonnier dans cette rainure, c'est un panneau donc, avec une mise au mollet en périphérie. Voilà. Et sur le côté droit, donc une autre conception. Je n'ai pas su choisir entre les deux méthodes. Sur la conception de cette traverse, au lieu de la faire en 3 pièces, elle est en une seule pièce. Donc je dégauchis, je rabote ma pièce de bois. Après, je fais mon tenon en bout, des deux bouts. La pièce de bois, ici, on imagine, elle est encore plate. Et une fois que les tenons sont faits, je viens réaliser mon éligie, que je replaque, et j'affleure. Je fais la petite barbette, et ma traverse est finie. Voilà. Donc une conception différente. J'arrive pas vraiment à voir si une méthode est plus rapide que l'autre. Parce que d'un côté, c'est vrai que je fabrique 3 pièces de bois. Avec cette technique-là, il y a 3 pièces de bois. De l'autre côté, elle est peut-être plus simple à usiner. Ici, c'est peut-être plus délicat à replaquer. Alors que là, je plaque une pièce de bois avant de l'assembler, la liaison. Donc je peux avoir ici un joint de bien meilleure qualité que avec une technique où je plaque un éligie. Honnêtement, là, je vois pas trop. Hein. J'ai pas réussi à me décider, donc c'est pour ça que j'ai proposé 2 conceptions.
Bon, une fois que ma traverse donc elle est faite, donc elle est assemblée ici, donc on vient coller sur la partie haute une pièce de bois qui va permettre de faire l'antibascule du tiroir, qui peut d'ailleurs ne pas être aussi profonde, hein. Là je l'ai fait de cette profondeur-là, j'aurais très bien pu faire voilà, une pièce de bois, une petite chute, là, plaquer à l'intérieur de cette manière-là, ça c'est largement suffisant pour éviter que mon tiroir ne bascule. Je rappelle que mon antibascule ne doit pas être à fleur sur la partie basse, on voit qu'il y a 2 mm ici. Voilà, j'aurais très bien pu faire une antibascule de cette manière-là. Là j'ai mon coulisseau, ma coulisse de tiroir, et pour pouvoir guider mon tiroir à l'intérieur, je viens fixer de chaque côté mon guide. Voilà, un conduit ou un guide qui vient guider mon tiroir à l'intérieur. Voilà. Je rappelle que ce conduit, on y fait un bon chanfrein d'environ 2 ou 3 mm pour que les petites poussières viennent se loger là, n'engendrent pas, ne freinent pas mon tiroir, et que si jamais il y a une bavure de colle qui dépasse légèrement, ne colle pas mon tiroir au moment de la mise en place. D'ailleurs, à ce sujet, au moment où on met en place le tiroir, je vais revenir derrière. Voilà, je vais rentrer mon tiroir. Donc au moment de monter mon meuble, si j'opte pour cette technique-là, mon antibascule, elle sera déjà collée parce qu'elle est collée dans le meuble. Après je fais mon tiroir, j'ajuste mon tiroir. Une fois que j'ai ajusté mon tiroir, j'ai accès ici, sur le côté, pour pouvoir mettre cette pièce de bois. Donc mon tiroir il est bien fait, il est bien ajusté. Je viens mettre 2 clous sur ma coulisse. Voilà, je mets 2 clous, mais je les enfonce pas complètement, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas de chaque côté. Je viens le placer contre mon tiroir avec un tout petit peu de colle. Je fais des va-et-vient comme ça pour pouvoir faire partir la colle et que ça fait une sorte d'effet ventouse. Et je laisse mon tiroir à l'intérieur environ 20 minutes. Au bout de 20 minutes, à peu près, je peux sortir mon tiroir et venir terminer d'enfoncer ces clous à l'intérieur. Alors c'est vrai que si j'ai mon antibascule qui est ici, j'ai tout intérêt à les clouer légèrement en biais, sinon je ne vais pas pouvoir les clouer. Voilà. Par contre, si je suis dans ce cas-là, ici, eh bien, cette pièce-là, qui est l'antibascule, je la colle, je viens la fixer ici dans l'angle uniquement quand j'ai fixé mes guides. Voilà. Donc, en fait, là, c'est confortable pour pouvoir terminer d'enfoncer mes clous là. Voilà. Et quand mes clous sont enfoncés, je viens coller mon antibascule. Donc, c'est d'où l'intérêt de fixer l'antibascule après avoir fait l'ajustage de mon tiroir. Au niveau de la conception de la carcasse, donc j'ai mis, le pied arrière est assemblé avec la traverse à tenon mortaise. J'ai mis une petite barbette ici. Je trouve intéressant de faire les barbettes comme ça de quelques millimètres, 4-5 mm, parce que je fais ça à la scie à ruban par exemple, et je ne suis pas obligé d'être hyper précis, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de venir pile à l'arasement, bien qu'il existe des méthodes qui permettent de faire un épaulement à fleur, bien à fleur sans venir altérer l'arasement. Mais là, je me suis dit que si je faisais ça à la scie à ruban, par exemple, eh bien, je peux le faire avec une précision qui, même si elle n'est pas très bonne, même d'un millimètre, c'est pas très grave. Quand je fais ma mortaise sur le pied, voilà, je règle ma mortaiseuse pour pouvoir faire toutes mes mortaises. Une fois que mes mortaises sont faites, je règle la profondeur de ma mortaise à 5 mm et je viens enlever cette matière-là. Voilà. C'est vrai que ça me fait reprendre tous mes pieds, tous mes épaulements à la mortaiseuse pour enlever ces 5 mm là, mais l'un dans l'autre, entre enlever ces 5 mm là qui s'enlèvent très rapidement à la mortaiseuse et venir ajuster sur tous les arasements l'épaulement, finalement c'est quand même plus rapide de faire comme ça. Et en plus de ça, ça m'apporte une surface de collage plus importante. Voilà. Donc là, j'ai fait des barbettes sur ce modèle-là. Ma traverse basse, comme c'est une traverse à plat, si je faisais qu'un seul tenon, eh bien ma traverse, j'aurais un tenon qui serait tout petit. Donc du coup, je le double. Il y en a un qui, sur un des forums, m'a demandé pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un gros tenon. Parce que d'une part, je serais obligé de changer mon outil. Donc, c'est-à-dire que dans le pied, je serais obligé de changer l'outil et mettre un autre outil pour pouvoir faire une mortaise plus large, d'une part. D'autre part, avoir une grosse mortaise ici fragilise le pied bien plus que 2 petites mortaises, qui auraient la même valeur de matière à enlever en tout cas. Voilà. Le fait qu'il y ait cette petite cloison au milieu me permet d'avoir un pied plus résistant.
Et le pointage, ici, reste le même, un parement et un contre-parement. Donc pour pouvoir faire cet assemblage-là, la mortaiseuse, il suffit de retourner la pièce. Je mets mon parement sur la table, et après je retourne ma pièce pour pouvoir faire la mortaise qui est ici. Sur la traverse haute, un assemblage à queue de ronde sur le devant. J'aurais pu aussi utiliser cette technique, c'est-à-dire comme ça j'ai une traverse, c'est-à-dire de faire sur le pied un double enfourchement. Un double enfourchement est aussi résistant qu'une queue de ronde. J'ai voulu rester traditionnel avec la traverse haute assemblée à queue de ronde sur le haut. Ceci dit, si j'avais à faire ce meuble à l'atelier, je vous avoue que je le ferais avec ces traverses-là identiques en haut et en bas. Ça me ferait quand même moins de boulot. Une fois que la mortaiseuse elle est pointée, je fais ma talonneuse, je fais mes talons, et ça y est, c'est réglé. Parce que là, je serais obligé d'aller à la ferme, faire les arasements, faire la queue d'aronde, défoncer. Ça me ferait du boulot, d'autant plus que ce boulot-là n'est pas vu. Il y a le dessus qui recouvre le pied, donc honnêtement, ça ne justifie pas le temps passé et ça ne va pas faire un meuble beaucoup plus résistant pour autant. Voilà, je crois que j'ai terminé sur la présentation technique de ce meuble-là. J'espère que vous appréciez et que ça va vous aider dans vos conceptions de meubles. Je vous dis à bientôt. Au revoir.